Salut à tous, bienvenue dans Autour de la santé, le podcast qui vous fait entrer dans le secret des professionnels de la santé. Comme vous le savez, il est répandu dans l'imaginaire collectif que le médecin ou le professionnel de santé peut être quelqu'un d'imbrisable, quelqu'un d'insensible, le sauveteur qui n'a pas besoin d'être sauvé, ce qui est totalement faux. Ils ont leur peur, ils ont leurs craintes, ils ont leurs défis et très souvent, ils ont le plus besoin de soutien moral comme financier. Alors avec Alès, on a décidé de lancer ce podcast pour faire plonger dans notre univers, dans leur univers. Si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez passer dans l'émission parce que vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à nous laisser un message. On se fera le plaisir de vous recevoir. Et si vous êtes auditeur ou spectateur et que vous passez par ici, mettez de quoi vous mettre à l'aise parce que vous n'allez pas avoir le temps de passer et notre invité a des choses à dire. Avant de lui donner la parole, je tenais à remercier tous ceux qui ont partagé notre premier épisode. Merci beaucoup. Si vous êtes déjà tombé sur un post qui dépeignait le fardeau émotionnel d'un médecin, alors il y a de fortes chances que ça vient de notre invité. Celle qui a allié passion pour la communication avec sa vocation ou son métier, ce qu'elle nous dira tout à l'heure. J'ai nommé Olivia Lucette Abongan. Bonjour Olivia. Bonjour Joël, bonjour Alès. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Je vais bien. Là, tout de suite, j'ai envie de dire, enfin, on a pu réussir à t'avoir dans ce podcast. Ça, c'est notre secret. Bon, on partage quoi avec nos auditeurs. Donc, merci d'avoir sacrifié ton temps pour être là. Tout le plaisir pour moi. D'accord. D'entrée de jeu, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors bonjour amis auditeurs, moi c'est Olivia Lucette Abongan à l'état civil. Je suis médecin généraliste de formation, social media manager auprès de REMA, réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Je suis passionnée d'écriture, de littérature, de lecture et à juste titre, je suis auteure du journal d'un médecin, un journal en ligne et amoureuse de la vie. Voilà. Waouh, j'espère qu'ils ont retenu quelque chose. En tout cas, même si vous oubliez tout, retenez auteur d'un journal d'un médecin parce qu'on va en parler tout à l'heure. J'ai envie de te poser la première question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Qu'est-ce que la médecine représente pour toi? Pour moi, la médecine représente la souffrance. Vraiment la souffrance. Mais... Donc, c'est pas un mythe, quoi. C'est vraiment la souffrance. Non, c'est la souffrance. Franchement, ceux qui sont passés par là, personne ne pourra dire le contraire. C'est vrai. Mais plus sérieusement, la médecine, pour moi, représente le don de soi, l'amour pour les autres, le sacrifice pour le bien-être des autres. Donc, pour toi, est-ce que c'est plus un métier qu'une vocation ou bien les deux vont de pair? Alors, pour moi, je dirais que c'est un métier avant tout, mais un métier qui requiert, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup de dons de soi pour les autres. Et voilà, je dirais un peu des deux, un métier, mais surtout un métier vocationnel. D'accord. Est-ce que tu penses que cette représentation que tu as de la médecine influence ton rapport avec tes patients? Oui, clairement, parce que si tu veux être un bon médecin, disponible, serviable, à l'écoute de tes patients, il faut que tu aies d'abord conscience que c'est un métier qui nécessite que tu aimes les autres, qui nécessite que tu sois disponible pour les autres, que tu te sacrifies pour les autres. Donc, forcément, la représentation que le médecin se fait de son métier impacte sa relation avec ses patients. Et tu penses que toi, tu as un bon relationnel avec Oui, je pense que mes patients m'aiment. C'est bien sûr, ils viendront dire ça dans les commentaires. Soyez gentils. Donc, à t'entendre parler, je me dis peut-être que tu es venu à la médecine de toi-même. Ah non, la médecine est venue à moi. Par le biais de la providence divine influencée par mon père, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça a été un choix guidé, c'est tout. Oui, un choix guidé, voilà. Et est-ce que tu regrettes? Non, je ne regrette pas particulièrement, même si c'était à refaire, je ne le referais pas.
Mais ce qui est agréable, ce qui est bien dans la médecine, c'est qu'elle est tellement diversifiée, il y a tellement de branches dans la médecine que peu importe la manière dont tu arrives là, tu trouves toujours à quoi t'accrocher pour servir les autres. Voilà, c'est ce qui est magique. Est-ce que toi tu recommanderais à un jeune bachelier par exemple de faire la médecine? Alors, oui, je lui recommanderais de faire la médecine si au préalable il s'est armé de courage et qu'il a pris tous les renseignements relatifs à la filière, qu'il est vraiment sûr que c'est ce qu'il veut faire, qu'il a une claire vision de ce qu'il veut véritablement faire en tant que médecin pour impacter sa communauté, pour servir sa patrie et tout le reste, oui, pourquoi pas. Au vu de tout ce que tu dis, moi je comprends quand même que déjà c'est un parcours qui est long. Oui. Qui pèse, qui est lourd. Oui. Et ce n'est pas toujours facile, je dirais, quand les parents obligent les enfants à emprunter ce chemin-là. C'est sûr. Voilà, donc je pense que c'est peut-être, non c'est difficile, mais je pense que c'est quand même un truc qui nécessite une vraie préparation pour les enfants. Oui. D'autant plus que ce n'est pas un choix qu'ils ont peut-être voulu eux-mêmes. Oui. En fait, moi je voulais savoir, je sais que tu es très assoiffé de tout ce qui est changement surtout dans le domaine sanitaire. Au vu de notre système sanitaire actuel, selon toi, quels sont les leviers qu'on pourrait actionner pour l'amener un peu plus haut, d'un point A à un point supérieur B? Ok. Alors moi je pense que pour améliorer le système sanitaire actuel, il y a 3 leviers principaux sur lesquels on peut agir. Le premier levier, c'est déjà l'assurance santé pour tous, parce qu'on est dans un contexte où la plupart de la population, la majorité de notre population est pauvre et n'ont pas réellement de quoi subvenir à leurs besoins déjà. Et vu que la maladie est imprévisible, c'est pas quelque chose qu'on prépare ou à laquelle on s'attend souvent. C'est déjà apprêter le système qui puisse venir en aide à toutes les personnes qui se retrouvent en situation de maladie et qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir aux soins. Ensuite, c'est la formation médicale continue des professionnels de santé. En ce sens que souvent dans notre contexte, on pense que le parchemin, le diplôme de médecin est une finalité, alors qu'en réalité, c'est un début, c'est un commencement pour peaufiner ses compétences, pour accroître ses compétences, pour renforcer ses compétences, pour pouvoir mieux servir, mieux soigner les patients. Et en fait, je parlerai de l'amélioration du plateau technique et aussi de la structuration de système sanitaire, parce que c'est pas vraiment ça l'organisation actuelle de nos hôpitaux. Donc, Quand tu parles de formation continue, tu parles de professionnel lui-même. Il faut qu'il continue d'améliorer ses connaissances, ou tu penses que c'est peut-être l'État, le gouvernement qui doit faire mettre plus de moyens à disposition pour faciliter la chose? Alors, je pense que c'est dans les deux sens. C'est d'abord la responsabilité du professionnel de santé de chercher à améliorer, à renforcer ses compétences, parce que même si l'État met en place un système qui permet au professionnel d'améliorer, s'il n'a pas la volonté, c'est peine perdue. Et je pense aussi que bien que le professionnel de santé s'échine à améliorer ses compétences, que si le gouvernement ou l'État accompagne cela par des mesures bien définies, ça ne ferait que du bien au système actuel. C'est important que les professionnels de santé gardent cela en tête, parce que la médecine est tout en train d'évoluer. Donc pour être vraiment efficace et pouvoir répondre réellement aux problèmes de la population, c'est important de continuer à améliorer ces Entièrement d'accord avec toi, Alex. Moi, je pense que, en tout cas, le gouvernement béninois œuvre déjà dans ce sens en offrant des bourses. Récemment, ils ont fait des bourses et tout, donc on ne peut que les pousser, les inciter à faire plus davantage. Moi, j'ai envie d'avoir ton avis par rapport à un sujet, parce que je sais que tu es croyante, tu es très croyante en fait. Il y a des patients qui pensent, parce qu'ils sont croyants, se disent en fait qu'ils n'ont pas besoin d'un traitement. C'est-à-dire quand tu les diagnostiques une maladie par exemple, ils te disent non, mon Seigneur m'a déjà guéri, je n'ai pas besoin de ce médicament. Donc moi je voulais savoir, c'est quoi la place de la foi pour toi dans la guérison physique, pour les maladies physiques bien sûr? Oui.
Alors, merci beaucoup pour cette question que je trouve très pertinente parce que moi, je pense qu'au-delà de la guérison, la foi a une place très importante dans tout ce que nous faisons. C'est le socle, c'est le pilier véritablement de tout ce que nous faisons. Et pour en revenir à ta question, les personnes qui, protestant de leur foi, refusent de prendre un traitement, moi, je dirais juste que c'est de la bêtise. Je m'excuse vraiment pour le thème, mais c'est vraiment ce que je pense. Parce que je me dis, dans le monde actuel, c'est déjà une grâce, c'est déjà un don de Dieu que d'avoir une maladie pour laquelle il y a un traitement qui existe. Il y a des gens qui aujourd'hui souffrent, il y a des gens pour qui on a diagnostiqué des maladies incurables, qui prient pour que le bon Dieu leur envoie ne serait-ce qu'un traitement, qu'on leur dise prenez ceci pour vous soulager, mais qui ne trouvent pas. Alors si moi, en tant que croyante, j'ai une maladie et que le médecin me dit ce traitement pourra vous soulager, franchement, je ne sais pas quelle autre démonstration de foi. C'est le miracle même ça en fait. Donc voilà. Donc avis à tous ceux qui se cachent derrière leur foi pour ne pas prendre leur médicament. La foi oui, mais la foi raisonnable quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de formation continue et on a remarqué que tu travailles avec Rema. Oh oui. Et toi, tu as trouvé ta voie. C'est bon, en tout cas, tu es en train de je tiens des voilà. Et tu es dans la communication. Oui. D'ailleurs, on te voit beaucoup sur les réseaux. Tu as compris que ton aide vis-à-vis des patients ne saurait se limiter à l'hôpital. Oui. Et tu es beaucoup sur les réseaux spéciaux. Comment ça se passe à Rema? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans une telle structure? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Alors, pour être honnête, avant d'aller à Rema, je ne savais pas réellement tout ce que Rema faisait. Je savais juste que Rema était dans les cours, les webinaires, à l'endroit des professionnels de santé, mais je n'avais pas vraiment la pleine conscience de la vision de Rema. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, 1 ou 2 ans, j'avais souhaité travailler pour Rema. Et c'est venu fortuitement par la suite. Et quand j'ai intégré l'équipe, quand j'ai pris conscience de la mission de Rema, quand j'ai pris conscience de ce que Rema ambitionnait pour le système sanitaire africain, je me suis dit, ça, c'est une cause qui me parle. Et voilà, je l'ai pris à bras le corps. Oui, pleinement. Une cause noble. Et on profite pour saluer même le promoteur, Dr. Cédric Beau. Donc dis-moi, la communication, c'est un truc qui t'a toujours passionné ou bien c'est venu bien après avoir vu je suppose, les vicissitudes que endurent les médecins à l'hôpital ou les patients. Est-ce que c'est après ça que la communication t'est venue? Alors non, parce que même avant de faire la médecine, j'étais vraiment passionnée d'écriture, de lecture. Mais c'est juste que je ne savais pas vraiment que tout ce que je faisais avait un nom bien donné, la communication. Sinon, je devrais aller là-bas après le bac, franchement, pour gagner en temps, quoi. Ouais, en temps. Mais voilà, je sais pas, c'est après que j'ai découvert que voilà, ça s'appelle la communication, c'est un moyen de s'exprimer, un moyen d'atteindre des objectifs bien précis, et puis voilà. Ok, d'accord. Tu as parlé d'écriture tout à l'heure. Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont inspiré? Ah, bien sûr, Michelle Obama. Même si, bien sûr, c'est plus une personnalité politique qu'une écrivaine, mais voilà. C'est Michelle Obama, Oprah Winfrey. Voilà. D'accord. C'est quoi le livre de Michelle Obama que tu as lu et qui t'a donné un coup de pouce en fait? Devenir. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est l'authenticité de cette femme. C'est une femme qui a toutes les raisons de masquer la réalité, de masquer qui elle est véritablement pour montrer aux gens ce qu'ils veulent, mais qui a décidé en fait de se départir de tout ce qui est artifice et de se montrer telle qu'elle est. Donc voilà. Et quand tu dis ça, moi, ça me rappelle en quelque sorte tout ce que tu racontes dans le journal de médecin. Tu racontes le vécu du médecin, comment ça se passe derrière. Sans artifice en fait. Ce que tu ressens, les émotions par lesquelles tu passes et tout. Et franchement, on aime beaucoup te lire. On a hâte que... Ça me fait pleurer. On a hâte que tu continues à nous régaler avec tes écrits. J'espère. Et d'ailleurs, on va te demander quel a été ton déclic pour commencer avec le journal de médecin?
Ok, alors par rapport au journal du médecin, il n'y a pas vraiment eu de déclic parce que c'est vrai que j'écris toujours quand je me sens mal, quand j'ai un souci, j'écris toujours. Et à un moment, je me suis rendu compte que les stages c'était pesant pour moi émotionnellement. Le fait de voir les gens mourir tout le temps, les patients qui ne comprennent pas que les médecins même peuvent ressentir de la peine à l'annonce d'un décès, un patient qui prend le col du médecin. Je me suis dit, mais tiens. Là, c'est un moyen pour moi de montrer aux gens que derrière cette carapace de dur, d'inébranlable, différent, en fait, les médecins aussi ont leurs émotions. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. C'est comme ça que j'ai lancé le journal d'un médecin. Ok, d'accord. Donc les médecins endurent beaucoup. Il faut que les gens sachent, les gens aient ça à l'idée que le médecin, c'est pas le sauveteur. D'accord, c'est le sauveteur. Mais lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Dieu, c'est le sauveur. Mais lui aussi, il a besoin de. Voilà, il a des sensibilités et tout. Donc, moi, je voulais savoir, en fait, à quand le livre, je sais pas si tu as déjà cette ambition de sortir ça. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Honnêtement, j'aimerais pouvoir donner une date. Mais voilà, on va dire que c'est dans les projets. Inch'Allah, ça va. Non, t'inquiète, ça va venir. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Pour toi, c'est quoi l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que tous les professionnels de santé doivent être sur les réseaux sociaux? Alors, pour moi, l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux, c'est déjà pouvoir toucher le maximum de personnes, pouvoir communiquer avec efficacité et efficience parce que il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas toucher en restant seulement dans un environnement physique, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Si je veux faire passer par exemple un message de prévention sanitaire, c'est toujours plus efficace d'aller sur les réseaux sociaux parce que je peux même dépasser les frontières dans un monde où le digital permet vraiment de briser les barrières et tout. Et est-ce que tous les professionnels de santé devraient être sur les réseaux sociaux? Franchement, je pense que c'est dépendamment de chaque professionnel de santé, ce qu'il veut apporter et quel est l'impact qu'il veut avoir. C'est vrai que la médecine, c'est bien beau sur les réseaux sociaux. La prévention, c'est le meilleur moyen dans notre contexte d'aider la population. Mais n'oublions pas aussi que la médecine, avant tout, c'est la clinique et que il faut quand même des gens qui soient prêts à recevoir les patients lorsqu'ils dépassent la limite de la prévention. Ouais. Donc, si le professionnel de santé, lui, son battement de cœur, sa fibre, c'est la clinique, on ne peut pas lui en vouloir de se concentrer sur ça. Donc voilà, c'est dépendamment de chaque professionnel. Est-ce que tu penses que comprendre le numérique, les enjeux du numérique est une compétence clé qu'un médecin doit avoir? Oui, clairement, parce que au XXIe siècle, en 2023, c'est la base, quoi. Ok, d'accord. On a parlé de communication, on a vu que ce ne fait pas tous les professionnels qui devraient aller sur les réseaux. Qu'est-ce que toi tu penses qu'est-ce que toi tu vois comme, comment je vais dire, comme défi, un domaine déficitaire ou des domaines déficitaires que tu penses que les médecins pourraient embrasser? Ok. Sur les réseaux sociaux, tu veux dire? Oui, sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, moi je pense que c'est surtout les spécialités qui prennent en charge les maladies qu'on rencontre couramment de nos jours. Quand je prends par exemple la cardiologie, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas assez de cardiologues sur les réseaux sociaux pour prévenir les maladies cardiovasculaires, par exemple, pour dire aux gens arrêtez de manger comme ça, arrêtez la sédentarité parce que voilà ce que vous encourez et tout le reste. Quand je prends par exemple le domaine de la psychiatrie, où les gens sont de plus en plus fragiles mentalement, où la société met de plus en plus la pression sur les gens psychologiquement, je me dis pourquoi les psychiatres ne sont pas sur les réseaux sociaux en fait? Et quand je prends par exemple la pédiatrie, c'est vrai qu'il y a un médecin qui le fait actuellement, Dr Boton, que je salue, et je salue aussi Dr Josaphat qui fait un excellent travail dans le domaine de la psychiatrie. Les pédiatres, les enfants sont franchement les patients les plus récurrents dans les cliniques et dans les hôpitaux, mais les pédiatres, pourquoi vous ne sortez pas en fait pour aider les parents à prendre soin des enfants? Je pense vraiment que toutes les spécialités, normalement, dans la mesure du possible, devraient être représentatives sur les réseaux sociaux pour ne serait-ce que le volet prévention.
Ouais, ça c'est. Oui, vas-y. Quand tu parles de prévention, au vu de tout ce que tu as déjà pu voir, tout ce que tu as déjà pu côtoyer au cours de tes stages, s'il t'était donné de ne répéter qu'un seul conseil chaque fois aux patients, qu'est-ce que ce serait? Prévenir vaut mieux que guérir. Franchement, c'est le seul conseil que je dirais encore et encore. Parce qu'on est dans un système, comme je l'ai dit, qui n'est pas prêt pour nous. Un système qui n'est vraiment pas prêt pour nous. Et même nous ne sommes pas prêts pour le système. Parce qu'on n'a pas fini de manger, d'être rassasié, ou aller donner l'argent à l'hôpital. Et même quand on vient, quand tu n'as pas l'argent, le système n'est pas prêt à te prendre en charge. Même la seringue, c'est le patient qui paye dans nos hôpitaux. Donc vraiment, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut éviter d'en arriver à l'extrême où on se retrouve dans des maladies, où on n'a pas les moyens de subvenir aux soins. C'est déjà écouter les conseils que les professionnels qui sont présents sur les réseaux vous donnent, prendre la responsabilité de votre santé, parce que qu'on le veut ou non, le patient est le premier responsable de sa santé. C'est ça. Et voilà. C'est important qu'ils comprennent ça. Et la dernière fois, on avait reçu le docteur Noura. Et elle aussi, c'était la réponse à sa question qu'il vaut mieux prévenir. Ah, je ne savais même pas. Moi, j'ai envie de compléter qu'il faut bien écouter ce que les professionnels disent. Et que Google n'est pas votre ami. Oui, parce que tout le temps, Google ne peut pas remplacer 7 ans d'études. Voilà, donc écoutez ce que les professionnels disent. Ça, beaucoup de conneries aussi voilà. Sur les réseaux. Alors, simplement, tu tapes, j'ai les mots de tête, Google te dit tu as un cancer. Donc, il ne faut pas se fier à Google, il faut se fier à quelqu'un qui a appris son métier, un professionnel de santé, tout simplement. Des fois même, c'est récurrent de voir peut-être une personne qui fait la publicité d'un produit et de remarquer, de voir quand même que l'engouement qu'il y a, la demande à la pharmacie, tu vois que ça sort. Bétadine, comme... Oui, tu vois que... On va pas il faut vraiment que la population comprenne que le grand travail, c'est à eux de le faire. Et aussi, quand ils commencent à ressentir les symptômes, il faut vite aller à l'hôpital. Il ne faut pas traîner. On a dit que le système n'est pas prêt. Donc, franchement, dès que tu commences à ressentir, va à l'hôpital. C'est vrai qu'on aime nos voisins, mais arrêtez d'écouter les voisins. Moi, j'ai l'habitude de dire le seul conseil que tu peux recevoir d'un voisin, c'est quand il te dit, ok, va voir un professionnel de santé, en fait. C'est ce seul conseil que tu peux écouter. Mais s'il te dit, prends ci, prends ça, n'écoute pas. S'il te plaît, n'écoute pas. J'ai envie de rebondir sur un sujet. C'est par rapport à un combat que tu mènes au quotidien. Le combat contre la lutte contre le surpoids, en fait. Ok. Donc, je veux savoir, est-ce que tu as toujours été en surpoids ou bien c'est venu bien après? Non, j'ai toujours été en surpoids. Depuis la naissance, ça a toujours été comme ça. Au point où on m'a même donné un surnom dans ma famille que je déteste beaucoup. À vous. Mais voilà, c'est de naissance. Les familles, ils ont cette, je sais pas, comment on dit le mot là? Cette habitude? Oui. Ouais, cette habitude de donner des noms à tout va en fait. Moi-même, ça me rappelle, bon pas moi, mais mon petit frère, on lui donnait un nom de, je sais pas, sac de maïs. Eh mon Dieu! Tu vois, donc, pourquoi? Parce qu'il était en surpoids? Oui, il était un peu en surpoids, tu vois. Donc eux, dans leur tête, ils ne s'imaginaient pas tout le mal qu'ils lui faisaient, par exemple, tu vois. Mais c'est des trucs qui restent en fait. Donc ils fassent attention à tout ce qu'ils disent et tout. Donc je voulais savoir, quand est-ce que tu as eu le déclic de te prendre en main? Alors, c'est vrai que j'ai toujours été en surpoids, mais dans ma manière de voir les choses, je me disais, tant que je n'atteins pas la barre des 100 kilos, ça va pas. Ah. Ouais, c'était ça, parce que je me disais, bon, on est déjà arrivé. Tout ce qu'on va faire, c'est juste de ne pas dépasser les 100 kilos et puis hop. Et après, j'ai eu un événement traumatisant qui a fait que je me suis réfugiée dans la nourriture. Et voilà, j'ai pris considérablement du poids, j'ai pris 14 kilos. Je me suis retrouvée un beau matin à 105 kilos. Et je me suis dit, mon Dieu. En fait, c'était on a dépassé la barre, mais genre d'une manière inimaginable. J'étais paniquée, j'étais vraiment mal. Mais il faut dire aussi qu'avant ça, les signes commençaient déjà par se présenter. Voilà. Quand je montais les escaliers, j'étais tout le temps essoufflée. Et même quand je portais mes habits, mon Dieu, j'avais une robe rouge là que j'aimais tellement. Et un jour, on devait faire une sortie entre amis à la plage. J'ai mis la robe là, mon Dieu. La robe ne se fait même pas. J'ai mis la gaine.
Le constat était amer. Non, très très douloureux. Et je me suis dit, c'est bon, on arrête le massacre. Là, je me prends en main. Ouais, c'est comme ça a commencé. Comment tu as vécu tout ce chemin-là? Alors, je l'ai plutôt bien vécu. C'était un parcours révélateur. C'est un parcours qui m'a permis de comprendre que tant qu'on a la volonté et qu'on se donne les moyens d'atteindre un objectif, on y arrive toujours. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on est dans une famille où tout le monde est en un bon point, c'est une fatalité, qu'on ne peut rien faire pour. L'obésité peut avoir des causes endocriniennes, je ne le refute pas, mais je me dis que quand tu es dans une famille où on mange mal, c'est normal que tu penses que c'est génétique, quoi. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'était vraiment un parcours que j'ai bien vécu. Mais en même temps, c'était psychologiquement lourd parce que c'était en temps de scie. Tantôt tu atteins tes objectifs, tantôt tu veux rien savoir. Et puis voilà, c'était franchement... voilà, c'était un peu difficile, mais agréable. Quelles ont été tes plus grosses difficultés? Quels sont les trucs que tu te dis que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure? Tu penses que c'est important de connaître ces choses-là? Ça fait gagner du temps, ça fait gagner aussi en confiance, en courage pour continuer. Ok, mes plus grosses difficultés, c'est déjà la constance. C'est vraiment pouvoir rester constante dans les efforts. Parce que quand tu atteins les objectifs, tu as envie de te féliciter. Et ce qui se présente le plus facilement, c'est dévier dans les mauvaises habitudes, prendre un repos, relâcher tout simplement. C'est vraiment ça la plus grosse difficulté, rester constant dans les efforts. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir plutôt, c'est que la perte de poids, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un chemin voilà, linéaire, voilà. Avec des hauts, c'est autant de ça avec des hauts et des bas. Et j'aurais aimé savoir qu'on peut y arriver certains jours et qu'il y a d'autres jours qu'on peut échouer et qu'il faut juste être d'accord avec, ne pas culpabiliser, ne pas s'en vouloir et ne pas relâcher. Donc voilà. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est obèse peut vaincre cette obésité? Mais clairement, bien sûr. Déjà, quel est ton rapport avec le mot obèse? Est-ce que tu penses que c'est déplacé de dire à quelqu'un qu'elle est obèse? Je pense que c'est méchant de dire à quelqu'un que la personne est obèse. C'est vrai c'est parce juste un constat. La personne qui dit ça fait un constat. Oui, c'est vrai. Il fait le constat et il pense que la personne qui quitte sa maison, qui se voit tous les jours, qui côtoie son entourage, ne constate pas. Ils ont un rappel. Ok, d'accord, mais le problème c'est que moi je dis le plus important c'est l'intention et la manière. Parce que si tu me dis que je suis obèse, ça change quoi? C'est quoi le why? C'est pourquoi tu m'informes? Quand que la personne qui est obèse se met tous les jours, c'est voilà, la personne ne sait peut-être pas que c'est obèse, on dit, mais la personne sait quand même qu'il y a un problème. L'obésité c'est un problème comme tout autre. C'est comme si je rencontre un pauvre dans la rue, je lui dis ok, toi tu es pauvre. Sa condition de lui rappelle. C'est pas le but.